Le son traversa la nuit africaine comme une lame dans de la soie, aigu, désespéré, douloureusement petit. Un miaulement qui aurait dû être répondu par le grondement rassurant d'une mère, mais qui ne rencontra que le silence. Au clair de lune pâle du cap oriental, une petite forme blanche était recroquevillée contre la terre rouge, tellement claire qu'elle brillait comme un phare pour chaque prédateur à portée de chasse. Âgé de 3 semaines, pesant à peine 2 kilos, les yeux encore voilés du bleu de l'enfance. Le lionceau serait plus tard nommé Atlas, mais cette nuit-là, il n'était qu'une erreur génétique. Un lion blanc, magnifique et condamné, abandonné par la mère même, qui aurait dû le protéger parce que la nature est cruelle dans son pragmatisme. La fourrure blanche signifie pas de camouflage. Pas de camouflage signifie des chasses ratées. Des chasses ratées signifient une fierté affamée, et une fierté ne peut se permettre de faiblesse, même lorsque cette faiblesse porte le visage de leur propre sang. Le petit lionceau pleura de nouveau, sa voix s'affaiblissant à mesure que la déshydratation anéantissait le peu de force qui lui restait dans son petit corps. L'auteur Henrik van der Weyde dira plus tard que retrouver Atlas vivant relevait du miracle. Le défenseur de l'environnement effectuait une patrouille nocturne de routine dans le secteur nord du sanctuaire de Fawn Lionheart lorsque le projecteur de son véhicule a capté cet impossible éclair de blanc dans l'obscurité. Au début, il pensa que c'était peut-être un morceau de tissu jeté ou peut-être un jeune impala séparé de son troupeau. Mais alors le tissu bougea. Il pleura. Et le cœur d'Hendrik, endurci par 30 ans de conservation de la faune et de toutes les morts que cette profession exige de voir, se brisa net. Si vous regardez cette histoire se dérouler et que vous ressentez le poids de ce que cela signifie, lorsque les propres règles de la nature sont brisées par quelque chose d'aussi simple que l'amour, alors vous êtes exactement le genre de personne qui rend les histoires de cœur sauvages possibles. Chaque abonnement à cette chaîne nous aide à partager davantage de moments impossibles comme celui-ci. Plus d'histoires qui prouvent que la famille n'est pas une question de biologie, mais de qui reste quand rester est la chose la plus difficile au monde. Appuyez sur ce bouton d'abonnement car l'histoire d'Atlas ne fait que commencer. Et ce qui suit remettra en question tout ce que vous pensez savoir sur les liens entre les espèces. C'est une communauté qui croit à l'extraordinaire. Et nous avons besoin de vous. Henrik avait 61 ans, buriné par le soleil, légèrement courbé aux épaules après des décennies de travail sur le terrain. Ses mains, cicatrisées et capables, tremblaient alors qu'il soulevait le minuscule lionceau du sol. L'animal était si léger, si incroyablement fragile. Sa respiration était superficielle, ses yeux encroutés de sécrétions. Ses côtes visibles sous la fourrure blanche comme des barreaux de prison contenant un cœur défaillant. Il avait déjà vu cela des dizaines de fois. Des lionceaux rejetés parce qu'ils étaient des avortons, parce qu'ils étaient malades, pour des raisons que seule la mère connaissait. Habituellement, on laissait la nature suivre son cours. C'est la règle. C'est ce que signifie la conservation. Laissez la nature sauvage rester sauvage, même lorsque chaque instinct de votre cœur humain hurle d'intervenir. Mais c'était un lion blanc. Une rareté génétique si précieuse que moins de 13 existaient à l'état sauvage dans toute l'Afrique. Et plus que cela, plus que les statistiques et la valeur de conservation, c'était un bébé. Un bébé qui n'avait rien fait de mal, sauf être né différent. Hendrik prit sa décision entre deux battements de cœur. Il ne laisserait pas la nature suivre son cours. Il briserait les règles. Il essayerait. Le trajet de retour au complexe principal du sanctuaire dura 40 minutes le long de chemins de terre défoncés. Hendrik garda le lionceau à l'intérieur de sa veste, pressé contre sa poitrine, essayant de partager sa chaleur corporelle avec une créature dont la température interne chutait vers le point de non-retour. Il appela sa stagiaire, Maria, lui demandant de préparer du lait maternisé, des coussins chauffants, des antibiotiques, l'équipement pour sauver une vie qui aurait déjà dû être perdue. La voix de Maria grésilla à la radio avec des questions auxquelles il n'avait pas le temps de répondre. « Prépare juste tout, lui dit-il. Nous ramenons quelque chose d'impossible.
Le complexe était petit, fonctionnel, construit à dessein plutôt que pour le confort. Des panneaux solaires sur le toit, des barils de récupération d'eau de pluie près de chaque bâtiment. Tout était conçu pour minimiser l'empreinte humaine tout en maximisant la capacité d'aider la faune blessée ou orpheline à retourner à son habitat naturel. Les quartiers personnels d'Hendrick étaient légèrement plus grands que les logements du personnel, non pas en raison de son rang, mais parce qu'il y vivait avec Thor et Luna, ses chiens, ses partenaires, sa famille. Thor était un Rottweiler, âgé de 4 ans, 55 kilos de muscles et d'intelligence, élevé pour la protection et la loyauté. Son pelage était le noir et roux classique, brillant de santé. Ses yeux, d'un brun chaud, pouvaient virer à l'ambre lorsque la lumière les frappait juste. Il avait été entraîné depuis son plus jeune âge, non seulement comme chien de garde, mais comme compagnon, quelqu'un qui pouvait patrouiller les vastes 2000 hectares du sanctuaire et alerter Hendrick de toute anomalie. Braconniers, animaux blessés, brèches dans la clôture naturelle qui maintenait la faune confinée mais libre. Thor n'était pas agressif de nature, mais il était autoritaire. Il connaissait son travail. Il le prenait au sérieux. Luna avait 3 ans, 45 kilos. La compagne de Thor, bien qu'il n'ait jamais eu de portée, son pelage était légèrement plus foncé, sa constitution plus compacte, sa personnalité plus douce sur les bords. Là où Thor dirigeait, Luna soutenait. Là où Thor imposait, Luna réconfortait. Elle avait été entraînée principalement pour la compagnie, mais s'était avérée inestimable lors des procédures médicales, sa présence apaisant les animaux effrayés d'une manière qu'aucun humain ne pouvait reproduire. Ensemble, les 2 Rottweiler étaient des ombres constantes d'Hendrick, dormant dans sa chambre, roulant dans son véhicule, marchant à ses côtés à travers un terrain qui pouvait tuer un humain insouciant en quelques minutes. Lorsque Hendrick ouvrit la porte de ses quartiers cette nuit-là, les 2 chiens se levèrent immédiatement de leur lit, alertes, mais pas alarmés. Ils connaissaient son pas, son odeur, la façon particulière dont il se déplaçait lorsqu'il était fatigué ou pressé. Ce soir, il était les 2. Il portait également quelque chose qui fit s'écarquiller leurs narines d'intérêt. Quelque chose de petit, quelque chose de vivant, quelque chose qui sentait le chat. Hendrick bougea lentement, parlant d'une voix calme et basse qu'il utilisait pour les situations délicates. « Doucement, leur dit-il, doucement maintenant. J'ai besoin de votre aide. » Les oreilles de Thor se dressèrent, tout son corps concentré. Luna inclinant la tête, ce geste canin universel de confusion mêlée de curiosité. Hendrick s'agenouilla, tenant toujours le lionceau dans sa veste, et laissa les chiens s'approcher. Thor l'atteignit en premier, son museau travaillant à plein régime, traitant l'incroyable quantité d'informations contenues dans l'odeur. Chat, malade, félin. Oui, mais plus que cela, lion. C'était un lionceau. Chaque instinct dans le corps de Thor comprenait la hiérarchie du règne animal. Les lions étaient des prédateurs. Les lions étaient dangereux. Les lions n'étaient pas quelque chose que l'on ramenait à la maison. Un grondement sourd commença dans sa poitrine. Pas tout à fait un grognement, mais une question, une préoccupation. Luna poussa Thor sur l'épaule, plus douce dans son approche, et Hendrick ouvrit lentement sa veste pour révéler le petit visage blanc à l'intérieur. Les yeux du lionceau étaient à peine ouverts, voilés par la maladie, mais ils suivaient les mouvements. Ils virent Luna, et quelque chose à ce moment-là, une communication invisible qui se produisit en dessous du niveau de la compréhension humaine, passa entre le chien et le lionceau. La queue de Luna, qui était restée immobile d'incertitude, commença à remuer légèrement, juste assez. Elle se pencha et lécha le visage du lionceau 1 fois, 2 fois, nettoyant la croûte autour de ses yeux, avec l'efficacité d'une mère qui avait fait cela 1000 fois auparavant, bien que Luna n'ait jamais eu de chiose elle-même. Le lionceau émit un son, pas tout à fait un cri,
mais pas tout à fait un ronronnement non plus. Quelque chose entre les deux, quelque chose qui disait s'il vous plaît, quelque chose qui disait aidez-moi. Thor regarda cet échange, son grondement s'estompant, sa posture se relâchant degré par degré. Si Luna acceptait cette étrange créature, alors peut-être était-ce acceptable. Le jugement de Luna n'avait jamais été faux auparavant. Thor s'approcha, ajouta sa propre inspection, son propre marquage olfactif, son propre accueil hésitant. Et juste comme ça, sans cérémonie ni fin de fer, Atlas devint partie de la meute. Les 72 premières heures furent critiques. Hendrik aménagea une nurserie de fortune dans sa chambre, sachant que le lionceau avait besoin de chaleur et de surveillance constante. Il nourrissait Atlas toutes les 2 heures avec un biberon de lait maternisé spécial, conçu pour les grands félins, observant la petite créature tétère avec une détermination désespérée. Entre les tétés, Atlas dormait, mais il ne dormait pas seul. Thor et Luna, sans aucune instruction d'Hendrik, se positionnèrent de chaque côté du coussin chauffant où le lionceau reposait, créant un corridor chaud de chair vivante qui régulait la température mieux que n'importe quel système artificiel ne pouvait le faire. Hendrik se réveillait pour les tétés nocturnes et trouvait l'énorme tête de Thor reposant à quelques centimètres du petit corps d'Atlas. La respiration des chiens était lente et régulière, un métronome vivant de sécurité. Luna était recroquevillée de l'autre côté, son corps formant d'une courbe qui berçait sans étouffer, et au milieu ce fragment de vie blanc impossible devenant plus fort chaque jour. À la fin de la première semaine, Atlas avait pris un demi-kilogramme. Ses yeux s'étaient éclaircis, son cri était devenu plus fort, plus exigeant. Il commença à explorer son monde limité, titubant sur des pattes encore trop faibles pour le soutenir correctement. Et c'est alors que commença la véritable éducation. Les lionceaux apprennent les limites de leur mère et de leurs congénères. Ils apprennent par le jeu qui n'est pas tout à fait un jeu, par une discipline qui n'est pas tout à fait une punition, par les 1000 petites corrections qui enseignent à un jeune prédateur comment exister dans un monde de hiérarchie et de règles. Atlas n'avait rien de tout cela. Il avait Thor et Luna. Et eux, avec une patience qui semblait presque surnaturelle, commencèrent à lui enseigner. La première leçon vint quand Atlas, de plus en plus audacieux avec sa santé, tenta de mordre l'oreille de Luna. Non pas par agressivité, mais par jeu, comme n'importe quel chaton le ferait. Mais Atlas n'était pas un chaton, et même à 4 semaines, ses dents étaient plus acérées que celles de n'importe quel chien, sa pression de mâchoire plus forte qu'elle n'aurait dû l'être. Luna toléra la première morsure, la seconde. À la troisième, elle tourna la tête et émit un aboiement sec directement au visage d'Atlas. Pas assez fort pour vraiment effrayer, mais suffisamment ferme pour surprendre. Atlas se figea, lâcha son oreille, la regarda avec ses yeux bleus nuageux qui commençaient tout juste à s'éclaircir en or. Luna le regarda fixement sans cligner jusqu'à ce qu'Atlas baisse la tête, rentre le menton, le geste félin universel de soumission. Ce n'est qu'alors que Luna lui lécha la tête, le pardon donné aussi rapidement que la correction. Leçon apprise. Thor, observant depuis sa position près de la porte, gronda son approbation. Au fil des semaines et des mois, ces leçons se multiplièrent. Quand Atlas essayait de manger avant les chiens, Thor le bloquait avec son corps, restant ferme jusqu'à ce qu'Atlas s'assoie et attende. Quand Atlas jouait trop brusquement, Luna le plaquait de tout son poids, le maintenant jusqu'à ce qu'il cesse de lutter et devienne mou d'acceptation. Quand Atlas pleurait pour attirer l'attention à des moments inappropriés, les deux chiens l'ignoraient simplement jusqu'à ce qu'il apprenne que le bruit sans but ne rapportait rien d'autre que la solitude. Ce n'était pas de la cruauté, c'était de l'enseignement, c'était de l'amour sous forme de limite. Et Atlas, avec l'adaptabilité de la jeunesse et le besoin désespéré d'un orphelin, absorba chaque leçon comme de l'eau dans ce sel. En 8 semaines, Atlas pesait 7 kilos
et était presque aussi grand que Luna en position assise. Son pelage blanc était devenu épais et sain. Ses yeux s'étaient éclaircis pour révéler un or ambré brillant, et son miaulement s'était approfondi en quelque chose qui laissait présager le rugissement à venir. Il se déplaçait avec plus de confiance maintenant, explorant les quartiers, le porche, les environs immédiats du bâtiment d'Hendrick, toujours flanqué de Thor et Luna, toujours sous leur supervision. Hendrick documentait tout avec des photographies et des notes, sachant que c'était sans précédent. Un lionceau blanc rejeté par sa fierté, adopté par des chiens, traité comme un membre de la meute plutôt que comme une proie, apprenant le langage corporel canin et les structures sociales comme si c'était sa langue maternelle. Cela n'aurait pas dû fonctionner. Selon toutes les règles de la biologie et du comportement, cela aurait dû échouer de manière spectaculaire. Mais cela n'a pas échoué. Cela a prospéré. À 3 mois, Atlas pesait 15 kilos et mesurait presque la hauteur de Luna au garrot. Ses dents de lait tombaient, remplacées par les versions adultes qui finiraient par devenir des crocs capables de broyer des os. Ses pattes, autrefois minuscules et délicates, s'étendaient en plateforme massive qui soutiendrait son poids d'adulte. Tout chez lui criait son héritage. C'était un lion, un prédateur, un animal conçu par des millénaires d'évolution pour chasser, tuer, dominer. Et pourtant, quand Thor aboyait pour commander, Atlas obéissait. Quand Luna le corrigeait, Atlas se soumettait. Quand Hendrick appelait à l'heure du repas, Atlas attendait que les 2 chiens aient mangé avant d'approcher sa propre nourriture. La hiérarchie était limpide. Thor était de l'alpha. Luna était de la bêta. Atlas, malgré sa taille et sa force croissante, était l'oméga, le plus bas de la meute, celui qui suivait plutôt que de diriger. Hendrick s'en inquiétait parfois tard la nuit, quand il ne pouvait pas dormir. Que se passerait-il quand Atlas deviendrait plus grand que les chiens? Quand sa force deviendrait indéniable? Quand ses instincts, enfouis mais non effacés, commenceraient à faire surface? La hiérarchie tiendrait-elle? Pourrait-elle tenir? Ou la nature finirait-elle par se réaffirmer dans le sang et la tragédie? Le moment qui a cristallisé ses peurs est survenu par un après-midi chaud, alors qu'Atlas avait un peu plus de 4 mois. Il pesait maintenant 20 kilos, assez grand pour que lorsqu'il se tenait sur ses pattes arrière, il puisse poser ses pattes sur la poitrine d'Hendrick. Sa crinière commençait à pousser, un léger duvet doré autour de son visage qui deviendrait finalement la magnifique couronne de l'âge adulte. Il jouait avec un jouet en caoutchouc, l'un des préférés de Luna, le secouant avec une violence croissante, de petits grognements grondant dans sa poitrine. Thor s'approcha, calme et mesuré comme toujours, et tendit la patte vers le jouet. C'était l'heure de la patrouille du soir, et les jouets devaient être rangés, une routine qu'ils avaient répétée une centaine de fois. Mais cette fois-ci, cette seule fois, Atlas ne voulait pas lâcher prise. Il recula. Thor tira vers l'avant. Et Atlas, dans un moment d'instinct ou d'entêtement, ou peut-être simplement de défi adolescent, retroussa la lèvre et produisit un son qui n'était plus un sifflement de chaton. C'était un grognement. Petit, oui, immature, certainement, mais indubitablement un avertissement, un défi, une déclaration qui disait « C'est à moi ». Thor resta complètement immobile. L'énergie ludique qui caractérisait habituellement leurs interactions s'évapora comme de l'eau sur une pierre chaude. Ses oreilles se dressèrent, ses yeux fixèrent Atlas avec une intensité qu'Hendrick avait rarement vue. Et puis Thor bougea, non pas en colère, mais avec une autorité absolue. Il ne frappa pas, ne mordit pas, ne fit rien qui puisse être qualifié de violent. Il avança simplement d'un pas, de 2 pas, de 3, marchant directement vers Atlas avec le genre de mouvement déterminé qui n'admet aucune discussion. Atlas, reconnaissant peut-être qu'il avait franchi une ligne invisible, lâcha le jouet, recula, mais Thor continua d'avancer, de marcher jusqu'à ce que l'arrière-train d'Atlas heurte le mur du porche et qu'il n'y ait plus nulle part où se retirer. Ce n'est qu'alors que Thor s'arrêta.
Son visage à quelques centimètres de celui d'Atlas, son langage corporel hurlant la domination sans avoir besoin de toucher le jeune animal. Atlas s'abaissa, ventre au sol, oreilles plates, gorge exposée. Chaque ligne de son corps rayonnait la soumission, l'excuse, la reconnaissance qu'il avait eu tort. Thor maintint la position pendant 5 longues secondes. 10, 15, assez longtemps pour graver la leçon dans la mémoire. Alors, et seulement alors, Thor recula, ramassa le jouet avec sa gueule, s'éloigna pour le placer dans son contenant. Le message délivré, la hiérarchie réaffirmée. Hendrik, qui avait regardé tout l'échange, la main sur le fusil tranquillisant qu'il gardait toujours à portée de main, relâcha un souffle qu'il n'avait pas su retenir. Luna, de sa position dans l'embrasure de la porte, remua la queue une fois. Approbation donnée, crise évitée. Atlas resta au sol pendant 1 minute entière avant de se relever lentement, avec précaution. Il n'approcha pas Thor, n'essaya pas de récupérer le jouet. Au lieu de cela, il se dirigea vers Luna et pressa sa tête contre son épaule, cherchant du réconfort, cherchant le pardon, cherchant l'assurance qu'il faisait toujours partie de la meute malgré son erreur. Luna lui lécha l'oreille, tout était pardonné. Mais Hendrik savait, en les observant, que ce n'était que le début. Atlas grandissait, sa force augmentait chaque jour, et la question qui hantait chaque instant de Cam restait sans réponse, lourde comme une pierre, tranchante comme des dents. Quand Atlas pèserait 250 kilos et pourrait tuer n'importe quel chien d'un seul coup de patte, se souviendrait-il encore de se soumettre? L'amour et le comportement appris seraient-ils suffisants pour annuler la programmation la plus élémentaire de la nature? Ou Hendrik se réveillerait-il un matin pour découvrir que l'expérience impossible s'était terminée de la seule manière possible, dans le sang et le regret, et la connaissance que certaines limites sont gravées trop profondément dans l'ADN pour être jamais vraiment effacées? Le temps s'écoule différemment dans la nature. Les saisons se fondent les unes dans les autres, marquées non par les calendriers, mais par les pluies et les périodes de sécheresse, par les migrations et les naissances, par le cycle éternel de croissance et de mort qui régit tous les êtres vivants. Pour Atlas, le temps signifiait une transformation. Le petit lionceau blanc qui avait autrefois tenu dans la veste d'Hendrik devint tout autre chose, quelque chose de magnifique et de terrifiant à part égale. À 8 mois, Atlas pesait 60 kilos. Ses épaules étaient plus larges que le corps entier de Luna. Ses pattes, massives et puissantes, laissaient des empreintes dans la terre rouge qui semblaient appartenir à une créature de la mythologie plutôt qu'à la réalité de chair et de sang. Sa crinière poussait épaisse et dorée, une couronne qui captait la lumière du soleil et la transformait en quelque chose de presque sacré. Il était beau, il était mortel, et il restait incroyablement soumis à 2 chiens qui lui arrivaient à peine à la poitrine lorsqu'il était debout. La routine matinale ne changeait jamais. Hendrik se réveillait à l'aube, le soleil africain commençant tout juste à peindre l'horizon de nuances d'orange et de rose. Il préparait le petit déjeuner pour les 3 animaux. Le même qu'il avait fait depuis cette première nuit où Atlas était arrivé plus mort que vif. D'abord la gamelle de Thor, remplie de croquettes de haute qualité, complétée par des restes de viande de la boucherie de la veille. Puis la gamelle de Luna, identique en contenu mais légèrement plus petite en portion. Et enfin, la portion d'Atlas qui était passée de l'alimentation au biberon aux gamelles, puis à des quartiers entiers de viande, car sa taille exigeait plus de carburant pour son corps en pleine expansion. Mais l'ordre ne variait jamais. Thor mangeait le premier. Toujours. Le grand Rottweiler s'approchait de sa gamelle avec une dignité calme, prenait son temps, mâchait soigneusement. Luna attendait son tour, assise avec une patience parfaite, ses yeux jetant occasionnellement un coup d'œil à Atlas, pour s'assurer que le jeune lion se souvenait de sa place. Et Atlas, malgré le fait qu'il sentait la viande, malgré le fait que son estomac grondait de la faim d'un prédateur en pleine croissance, malgré le fait qu'il était maintenant physiquement capable de prendre tout ce qu'il voulait par pure force,
s'asseyait, attendait et regardait. Ce n'est que lorsque Thor avait fini, seulement lorsque le Rottweiler s'éloignait de sa gamelle et secouait la tête d'une manière particulière qui signalait l'achèvement, que Luna s'approchait de son propre repas, et ce n'est que lorsque Luna avait fini qu'Atlas était autorisé à manger. Parfois, Thor le faisait attendre plus longtemps que nécessaire juste pour renforcer la leçon. Parfois, Luna laissait des restes dans sa gamelle, testant si Atlas essaierait de les prendre en douce avant d'obtenir la permission. Il ne le faisait jamais. La hiérarchie n'était pas négociable. Elle n'était pas sujette à discussion, elle était simplement aussi fondamentale que la gravité, aussi immuable que le lever du soleil. Les patrouilles avaient lieu 2 fois par jour, le matin et le soir, couvrant différentes sections du vaste territoire du sanctuaire. 10 000 hectares était un trop grand terrain pour qu'un homme et 2 chiens puissent le surveiller efficacement, mais ils faisaient de leur mieux. Thor menait toujours, le nez au sol, les oreilles tournant comme des antennes radars, captant chaque son que le désert offrait. Luna marchait à ses côtés, légèrement décalé, couvrant les flancs. Et Atlas, massif et blanc et impossible à manquer, marchait derrière eux deux. Pas à côté, pas devant, derrière. La position du membre de la meute au rang le plus bas. La position qui disait « Je suis parce que c'est ma place et je l'accepte sans question ». Henrik observait cette formation tous les jours et ne cessait de s'en émerveiller. Voici un lion, un animal qui, à l'état sauvage, ne craindrait rien, sauf peut-être des lions mâles plus grands et des fiertés organisées. Marchant en formation comme un soldat, suivant les ordres, s'arrêtant quand Thor s'arrêtait, changeant de direction quand Luna changeait de direction, attentif à leurs signaux, obéissant à leur langage corporel, intégré si complètement dans la structure de meute canine que quiconque les observerait penserait voir 3 grands chiens plutôt que 2 chiens et un prédateur qui pourrait les tuer tous les deux. Mais c'est lors des repas que la hiérarchie devenait la plus évidente, la plus testée, la plus cruciale à maintenir. Les lions sont des mangeurs opportunistes dans la nature. Ils mangent quand la nourriture est disponible, se gorgent parce qu'ils ne savent jamais quand le prochain repas arrivera. L'instinct de manger en premier, de manger le plus, de protéger la nourriture des autres est inscrit dans leur code génétique avec l'indélibilité de la pierre. Et pourtant, Atlas, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, a supprimé cet instinct. Il a attendu. Il a regardé Thor et Luna manger avant de toucher sa propre nourriture. Et dans les rares occasions où son contrôle a flanché, quand la faim ou l'instinct l'a poussé vers les gamelles avant son tour, Thor n'a pas eu besoin d'attaquer ou même de menacer. Un seul aboiement bas, aigu et impérieux, figeait Atlas sur place. Un regard de Luna, fixe et déçu, le renvoyait à sa position assise, la tête baissée de honte, comprenant qu'il avait enfreint la loi de la meute et devait être corrigé. Les séances de jeu étaient différentes. Là, Atlas avait plus de liberté, plus d'expression de sa physicalité naturelle. Thor et Luna semblaient comprendre qu'un jeune lion avait besoin de pratiquer les comportements de chasse, de développer la coordination et la force qui définiraient ses capacités d'adulte. Ils l'engageaient dans des batailles simulées, le laissant bondir, rouler et pratiquer les mouvements que son ADN exigeait. Mais même en jouant, il y avait des règles. Quand Thor voulait mettre fin à la session, il se tournait simplement et s'éloignait. Si Atlas essayait de continuer, essayait de sauter sur le dos du Rottweiler ou de lui tirer la queue, Thor se retournait et aboyait une fois, sec, définitif, et Atlas s'arrêtait immédiatement, complètement. Le jeu était terminé parce que Thor avait dit qu'il était terminé, et c'était la fin de la discussion. Luna était plus douce dans son jeu, plus disposée à être bousculée, plus patiente avec les tentatives parfois maladroites d'Atlas pour la traquer. Elle le laissait la chasser, le laissait croire qu'il réussissait à la chasser, et puis au dernier moment, elle esquivait, et Atlas tombait en passant, confus, mais ravi.
C'est à travers ces séances que Luna a enseigné à Atlas la leçon la plus importante de toutes, celle qui définirait toute sa relation avec la meute. Elle lui a appris à être doux malgré sa force, à retenir ses coups, à comprendre que son corps était désormais une arme et devait être contrôlé avec précision ou risquer de blesser ceux qu'il aimait. Il y a eu un jour où Atlas avait 10 mois et pesait près de 80 kilos. Ce jour-là, cette leçon fut testée de la manière la plus directe possible. Il jouait dans l'air ouvert près des quartiers d'Hendrick, Luna esquivant et zigzagant pendant qu'Atlas s'exerçait à sa technique de bombe. Il s'améliorait rapidement, sa grâce féline naturelle commençant à émerger de la maladresse enfantine de sa jeunesse. Lors d'un bond particulier, il évalua mal la distance. Sa patte, aussi grande qu'une assiette, et munie de griffes qui s'étendaient à près de 8 centimètres lorsqu'elles n'étaient pas rétractées, attrapa Luna à l'épaule. Pas fort, pas intentionnellement, mais assez fort pour qu'elle jappe et tombe. Atlas se figea. L'énergie ludique s'écoula de son corps comme de l'eau d'un récipient brisé. Luna était au sol. Luna était blessée. Luna qui l'avait léché quand il était mourant, qui avait partagé sa chaleur pendant ses premières nuits désespérées, qui lui avait appris tout ce qu'il savait d'important sur le fait de faire partie de quelque chose de plus grand que lui-même, saignait de 4 coupures superficielles à l'épaule, où ses griffes avaient déchiré sa chair. Thor arriva avant qu'Atlas ne puisse même penser à la suite des choses. Le grand Rottweiler évalua la situation en quelques secondes, vit la blessure de Luna, vit Atlas se tenant au-dessus d'elle dans une horreur figée et prit une décision. Il n'attaqua pas. Cela aurait été la réponse facile, l'instinctive. Au lieu de cela, il marcha directement vers Atlas et fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il posa sa patte sur la tête d'Atlas, une pression ferme, mais pas violente. Un ordre physique qui disait à terre, un geste qui disait « Soumets-toi maintenant parce que c'est sérieux ». Et Atlas s'effondra, s'affaissa au sol, comme si ses jambes avaient été coupées sous lui, roula sur le flanc, exposa sa gorge et son ventre. La reddition ultime, l'excuse la plus profonde que son corps pouvait offrir. Ce n'est qu'alors que Thor tourna son attention vers Luna, reniflant sa blessure, l'alléchant avec la qualité antiseptique de la salive canine. Luna, de son côté, resta calme. Les coupures étaient superficielles, douloureuses, mais pas dangereuses. Elle regarda au-delà de Thor, là où Atlas gisait au sol, toujours figé dans sa posture soumise, et quelque chose dans son expression s'adoucit. Elle savait que c'était un accident. Elle savait qu'Atlas ne la blesserait jamais intentionnellement. Mais la correction de Thor avait été nécessaire de toute façon, car les accidents pouvaient tuer quand on pesait autant qu'Atlas et qu'on possédait son armement naturel. Hendrick, observant depuis le porche avec sa trousse médicale déjà à la main, vit tout l'échange et en comprit la signification. Il ne s'agissait pas de punition. Il s'agissait de s'assurer qu'Atlas comprenne les conséquences de sa force, que même un mal involontaire exigeait reconnaissance, excuse et un engagement renouvelé à se contrôler. Luna finit par se diriger vers Atlas, qui gisait toujours prosterné, et posa son nez sur le sien. Pardon accordé. Atlas resta à terre quelques secondes de plus avant de se relever lentement, avec précaution. Le reste de cette journée, il resta à au moins 3 mètres de Luna, lui laissant de l'espace, montrant par la distance qu'il la respectait, qu'il était désolé, que cela ne se reproduirait plus. Et cela ne se reproduisit plus. À partir de ce jour, le contrôle d'Atlas sur son propre corps devint extraordinaire. Quand il jouait, ses griffes restaient rétractées. Quand il bondissait, il calculait la force avec une précision mathématique. Quand il mordillait les oreilles ou le cou de Luna par affection, il le faisait avec une telle délicatesse qu'elle sentait à peine la pression. Il avait appris que son corps était une arme et que les armes devaient être absolument contrôlées, ou elles devenaient des passifs plutôt que des atouts. Au moment où Atlas atteignit 1 an, il pesait 120 kilos et mesurait presque la taille d'un être humain adulte à l'épaule. Sa crinière était magnifique, dorée et fournie,
rendant son visage blanc encore plus saisissant par contraste. Il était, à tout point de vue, un lion adolescent pleinement fonctionnel. Et pourtant, la hiérarchie tenait. Thor restait l'alpha, Luna restait la bêta, Atlas restait l'oméga. L'ordre des repas n'avait pas changé. La formation lors des patrouilles n'avait pas varié. La réponse aux ordres était aussi instantanée à 1 an qu'à 3 mois. Mais l'adolescence chez les lions, comme l'adolescence chez toute espèce, est un moment de test des limites, de repousser les règles pour voir lesquelles sont vraiment fixes et lesquelles pourraient être pliées. Atlas commença à tester de petites manières, faisant un pas en avant pendant le repas avant d'être corrigé, essayant de marcher aux côtés de Thor pendant les patrouilles au lieu de derrière, initiant le jeu quand Thor avait indiqué l'heure du repos. Rien de majeur, rien qui puisse être appelé rébellion, juste de minuscules expériences d'autonomie. Et à chaque fois, Thor et Luna le corrigeaient gentiment si possible, fermement si nécessaire, lui enseignant encore et encore que la hiérarchie existait non pas pour le rabaisser, mais pour le protéger, pour lui donner une structure, pour le faire participer à quelque chose de plus grand que n'importe quel individu seul. Un matin, très tôt, alors que le complexe était encore enveloppé dans le crépuscule bleu qui précède l'aube, Hendrik n'était pas encore sorti de ses quartiers. Le sanctuaire était silencieux, à l'exception des sons éternels de l'Afrique, l'appel lointain d'un pygog vocifère, le bruissement du vent à travers les acacias, le bourdonnement des insectes se préparant à la chaleur du jour. Thor et Luna étaient sur le porche, comme toujours à cette heure, attendant qu'Hendrik commence la routine matinale, et Atlas était avec eux, allongé sur le flanc, son corps massif détendu dans le sommeil ou semblant dormir. En réalité, Atlas observait à travers des yeux à peine ouverts alors que Thor se levait, s'étirait et se dirigeait vers le bord du porche pour contempler le paysage. À ce moment-là, Thor tournant le dos, Luna somnolent, sans supervision humaine, Atlas aurait pu faire n'importe quoi. Il aurait pu affirmer sa domination, aurait pu défier, aurait pu utiliser sa taille et sa force supérieure pour revendiquer la position d'alpha. Chaque instinct qu'il possédait, chaque goutte de sang de lion dans ses veines aurait dû le pousser à cela. L'opportunité était parfaite, la récompense était disponible. Tout ce qu'il avait à faire était de la prendre. Atlas se leva lentement, se dirigea tranquillement vers l'endroit où Thor se tenait, s'approcha assez pour toucher, et puis, dans un geste qui n'aurait eu aucun sens pour un lion sauvage, Atlas baissa la tête et la frotta contre l'épaule de Thor. Le geste plein d'affection, de confiance, de famille. Thor se retourna, regarda le lion blanc géant, qui aurait pu être sa mort, et lécha l'oreille d'Atlas. Le moment passa. La hiérarchie tint, non pas par la force, non pas par la peur, mais parce que l'amour est plus fort que l'instinct, quand l'amour est enseigné tôt et renforcé avec patience. Les visiteurs du sanctuaire, lorsqu'ils les voyaient tous les trois ensemble, demandaient souvent à Hendrik s'il avait peur. Peur de ce qu'Atlas pourrait devenir. Peur qu'un jour le lion se réveille et se souvienne qu'il était un prédateur. La réponse d'Hendrik était toujours la même. Peur n'était pas le bon mot. Respect peut-être. Conscience certainement. Mais Atlas n'était pas une bombe à retardement. Il était un membre d'une meute qui comprenait sa place et l'acceptait non pas parce qu'il y était forcé, mais parce que cela avait du sens pour lui, parce que l'alternative à la hiérarchie était le chaos. Et le chaos signifiait perdre la seule famille qu'il ait jamais connue. Mais même si Henrik disait ces choses, même s'il les croyait de tout son cœur, il restait un petit doute, un murmure au fond de son esprit, qui disait que rien d'aussi impossible ne devrait fonctionner. Qui disait que la nature gagne toujours, finalement? Qui disait qu'il jouait avec des forces qu'il ne comprenait pas entièrement et qu'un jour la note serait à payer? Il repoussait ses pensées le jour, pendant les heures occupées à nourrir, patrouiller et gérer le sanctuaire, mais la nuit, dans l'obscurité, elle revenait et il se demandait,
Atlas avait maintenant 18 mois, 160 kilos de muscles et d'os et une puissance à peine contenue. Son rugissement, quand il choisissait de l'utiliser, pouvait être entendu à 8 kilomètres dans toutes les directions. Ses dents étaient entièrement développées, capables de broyer des vertèbres, de retenir des proies à 10 fois sa taille, de tuer avec une efficacité chirurgicale. Et pourtant, il n'utilisait ce rugissement que rarement, habituellement, en réponse à des appels lointains de lions sauvages, dont les territoires bordaient le sanctuaire. Et ces dents, ces magnifiques instruments de mort, étaient principalement employés pour manger la viande qu'Hendrick fournissait et occasionnellement pour toiletter la fourrure de Luna quand elle lui permettait de s'approcher suffisamment. La dynamique était stable, belle, même trois animaux qui auraient dû être incompatibles, vivant d'une harmonie qui défiait toutes les règles de la nature. Hendrick documentait tout, écrivant des articles qu'il soumettait à des revues de conservation, donnant des présentations à d'autres gestionnaires de la faune, montrant des séquences vidéo qui faisaient secouer la tête des biologistes d'incrédulité. Cela n'était pas censé être possible. Les lions n'étaient pas sociaux avec d'autres espèces. Ils n'acceptaient pas la hiérarchie de meute de non-lions. Ils ne supprimaient pas leurs instincts de domination indéfiniment. Et pourtant, voici Atlas, preuve vivante que l'impossible était simplement improbable, pas inévitable. Et puis, par un doux matin d'avril, alors que le sanctuaire était peint d'or par le soleil matinal, Hendrick remarqua quelque chose chez Luna, un subtil changement dans son comportement. Elle mangeait plus, cherchait plus fréquemment l'ombre, restait plus près de Thor que d'habitude. Son abdomen, toujours svelte et athlétique, semblait légèrement plus plein. Ses mamelles, habituellement à peine visibles sous son pelage sombre, semblaient plus proéminentes. Hendrick sentit son estomac se nouer avant même que son esprit ne comprenne pleinement ce que ses yeux lui disaient. Il connaissait ces signes, les avait vus des dizaines de fois chez d'autres animaux. Luna était enceinte. Il l'appela, passa ses mains sur ses flancs, sentit la subtile fermeté qui confirmait ses soupçons. 6 semaines de grossesse, peut-être 7, ce qui signifiait que dans 3 semaines, peut-être 4 au maximum, elle allait donner naissance à des chiots, plusieurs chiots, minuscules, impuissants, couinant dans un enclos où un lion de 160 kilos faisait partie de la famille. Hendrick regarda de l'autre côté de la cour où Atlas somnolait au soleil du matin, serein et paisible, son pelage blanc éclatant sur la terre rouge. Et pour la première fois depuis qu'il avait ramené le lionceau à la maison cette nuit désespérée, tant de mois auparavant, Hendrick sentit une véritable peur s'enrouler dans ses tripes comme une chose vivante. Parce que les chiots déclenchaient des instincts. Les chiots étaient de taille prédatrice. Les chiots émettaient des sons qui ressemblaient à des bébés animaux en détresse. Et les bébés animaux, dans la logique du cerveau d'un prédateur, étaient de la nourriture, pas de la famille. Ils devaient prendre une décision. Les séparer maintenant avant de la naissance et risquer de détruire le lien qui avait mis 18 mois à se construire. Ou faire confiance à ce lien pour qu'il soit assez fort pour annuler la programmation la plus fondamentale de la nature. Faire confiance à Atlas pour qu'il voie les chiots de Luna non pas comme des proies, mais comme de la meute, comme de la famille, comme quelque chose à protéger plutôt qu'à consommer. C'était le plus grand pari auquel Hendrick ait jamais été confronté, et il n'avait aucune idée du choix qui s'avérerait le bon. Il savait seulement que dans 3 semaines, peut-être moins, la réponse se révélerait d'une manière ou d'une autre, dans la joie ou dans la tragédie. Les dés étaient déjà lancés et il n'y avait aucun moyen de les rappeler. La réunion eut lieu à minuit parce que les urgences n'attendaient pas les heures convenables. Hendrick réunit ses 3 membres du personnel supérieur dans la petite salle de conférence qui servait également de rangement d'équipement. Maria, son assistante depuis 12 ans, qui avait aidé à nourrir Atlas au biberon pendant ses premières semaines désespérées. James, le chef de la sécurité du sanctuaire, un ancien garde-chasse qui avait vu des choses que la plupart des gens ne pouvaient imaginer, et le docteur Sarah Okonkwo, la vétérinaire qui venait de Port Elizabeth 2 fois par mois,
pour examiner les animaux du sanctuaire. Les quatre représentaient des décennies d'expérience combinées dans la faune, et aucun d'eux ne savait quoi faire face à la situation désormais inévitable. Les options étaient écrites sur un tableau blanc de la main précise d'Hendrick. Option 1, séparer Atlas de Thor et Luna immédiatement avant la naissance. Créer un enclos temporaire où le lion resterait jusqu'à ce que les chiots soient assez grands pour se défendre, peut-être 6 mois. Pour, cela éliminait tout risque de prédation. Contre, cela traumatiserait probablement les 3 animaux et potentiellement détruirait le lien qui faisait fonctionner tout cet arrangement. Option 2, tenter une séparation partielle. Garder Atlas visible pour les chiens, mais physiquement séparé par une clôture ou des barrières. Pour, maintenir un certain lien tout en assurant la sécurité. Contre, Atlas n'avait jamais été enfermé ou confiné de sa vie. L'impact psychologique pourrait être dévastateur. Option 3, maintenir le statu quo et faire confiance à la hiérarchie. Pour respecter les relations qu'ils avaient construites. Contre, risquer la vie des chiots nouveau-nés si les instincts d'Atlas se révélaient plus forts que son comportement appris. Maria parla la première, la voix tendue par l'émotion. « Séparez-les, dit-elle. Cela ne vaut pas le risque. Nous ne pouvons pas jouer avec des vies innocentes. » James hocha la tête en signe d'accord, ajoutant qu'il pouvait construire un enclos temporaire sécurisé en 48 heures, quelque chose d'humain mais efficace. Le Dr. Okonkwo ne dit rien pendant un long moment, ses yeux sombres pensifs. Puis elle posa la question qui changea tout. L'un d'entre vous a-t-il réellement observé Atlas interagir avec des bébés animaux depuis son arrivée? Le silence se fit dans la pièce. Hendrick repensa à 18 mois d'observation. Il y avait eu cet impala orphelin d'une collision avec un véhicule qu'ils avaient traité dans l'enceinte pendant une semaine avant de le relâcher. Atlas avait été curieux mais pas agressif. Il avait reniflé l'impala, émis un grondement plus proche du ronronnement que du grognement, puis s'était éloigné, désintéressé. Il y avait eu le nid de bébés singes vervets dont la mère avait été tuée par un léopard. Hendrick les avait brièvement fait passer par l'enceinte en les transportant vers un centre de réhabilitation des primates. Atlas avait observé mais ne s'était pas approché. Il n'avait montré aucun comportement de chasse. Et plus récemment, il y avait eu le petit chacal blessé qu'ils avaient soigné. Atlas avait même semblé le protéger, se positionnant entre le petit et Thor lorsque la patience du grand Rottweiler s'était épuisée pendant le repas. Le de Okonkwo se pencha en avant. « Je ne dis pas qu'il n'y a aucun risque, dit-elle avec précaution. Je dis qu'Atlas a eu 18 mois de renforcement constant, que les petites créatures vulnérables ne sont pas des proies. Que tout ce qui se trouve dans cette enceinte fait partie de la meute ou est sous la protection de la meute. Son comportement a été remarquablement stable. Le séparer maintenant pourrait en fait créer plus de problèmes qu'en résoudre. S'il perçoit la séparation comme un rejet, comme une punition pour quelque chose qu'il n'a pas fait, les dommages psychologiques pourraient être permanents. Nous pourrions détruire la confiance même qui maintiendrait les chiots en sécurité. » Maria commença à objecter, mais Hendrick leva la main. Il pensait la même chose, mais avait eu peur de l'exprimer, craignant que le désir de croire à l'impossible n'altère son jugement. Mais le Dr. Okonkwo avait raison. Atlas n'avait jamais montré d'intérêt prédateur pour les petits animaux. Jamais, pas une seule fois en 18 mois. Était une preuve suffisante pour parier là-dessus? Il ne savait pas, ne pouvait pas savoir, ne le saurait que lorsque le moment arriverait, et alors il serait trop tard pour changer la décision. Ils votèrent. Maria pour la séparation, James pour la séparation, le Dr. Okonkwo pour le maintien du statu quo. Hendrick détenait le vote décisif, et le poids de celui-ci pesait sur lui comme une force physique. Il pensa à Atlas, au petit lionceau mourant qu'il avait trouvé dans l'obscurité, à la confiance que ses yeux dorés montraient chaque fois que le lion le regardait, à Thor et Luna, qui avaient appris à ce prédateur à être une famille,
au risque et à la récompense et à l'équilibre impossible entre eux. Et il exprima son vote. Nous les gardons ensemble, dit-il doucement. Nous surveillons constamment. Nous avons des fusils tranquillisants prêts, mais nous faisons confiance à ce que nous avons construit. Nous faisons confiance à la meute. Les jours qui suivirent furent une surréaliste de tension. La grossesse de Luna progressa normalement, son corps se transformant pour accueillir les vies qui grandissaient en elle. Thor devint plus vigilant, plus protecteur, restant plus près d'elle que d'habitude. Et Atlas se comporta d'une manière qui rendit même la décision d'Hendrik raisonnable. Le lion devint doux, au point d'être comique. Quand Luna se reposait, Atlas se reposait à proximité. Quand elle mangeait, il attendait encore plus longtemps que d'habitude pour approcher sa propre nourriture, comme s'il sentait qu'elle avait besoin de ressources supplémentaires. Maintenant, quand elle marchait, il la suivait à une plus grande distance que la normale, lui laissant de l'espace, mais restant assez proche pour intervenir si nécessaire. Plus remarquablement, Atlas cessa complètement de jouer brutalement avec Thor. Les deux interagissaient toujours, mais maintenant leurs échanges se limitaient au toilettage et au repos à proximité. C'était comme si Atlas comprenait par une intuition qui transcendait le langage que Luna avait besoin de protection et de repos, et que tout ce qui pouvait perturber le calme établi était inacceptable. Hendrik documenta ce comportement de manière obsessionnelle, prenant des notes, enregistrant des vidéos, essayant de trouver un précédent dans la littérature scientifique et n'en trouvant aucun. Les lions ne se comportaient pas de cette manière. Ils ne le faisaient tout simplement pas. Et pourtant, voici Atlas réécrivant les règles chaque jour qui passe. La naissance eut lieu un jeudi soir, 3 semaines après cette réunion de minuit. Luna avait été agitée toute la journée, faisant les 100 pas, refusant de manger, cherchant les coins sombres. Des signes classiques de travail imminent. Hendrik resta à la maison au lieu de faire la patrouille du Sauron, gardant un œil. Thor resta collé aux côtés de Luna, son anxiété évidente dans chaque ligne de son corps, et Atlas se positionna à 10 mètres, allongé mais alerte, ses yeux suivant chaque mouvement de Luna. Alors que le soleil se couchait et que l'obscurité s'emparait du complexe, Luna se retira dans le petit bâtiment de stockage qui donnait sur la résidence principale. Il y faisait frais, intime, avec des couvertures propres qu'Hendrik avait disposées en prévision de ce moment. Thor la suivit à l'intérieur et Atlas, après un moment d'hésitation, essaya de la suivre également. Thor apparut immédiatement dans l'embrasure de la porte, la bloquant, un profond grondement montant de sa poitrine. Non! Pas maintenant. Pas encore. C'était un moment trop important, trop vulnérable pour risquer toute imprévisibilité. Atlas s'arrêta, regarda Thor, et pendant plusieurs battements de cœur, Hendrik pensa que c'était peut-être le moment où tout s'écroulerait. Quand Atlas déciderait que sa taille et sa force signifiaient qu'il n'avait pas à accepter l'interdiction de Thor. Quand 18 mois de hiérarchie soigneusement maintenue s'effondreraient sous la pression de la curiosité naturelle. Mais alors Atlas fit quelque chose qui fit piquer les yeux d'Hendrik d'une émotion inattendue. Le lion s'allongea là, juste devant la porte du bâtiment de stockage, pressa son corps à plat contre la terre dans le geste ultime de non-menace, et resta là à attendre, à regarder, acceptant la décision de Thor sans conteste. Le travail dura 3 heures. 3 heures pendant lesquelles Hendrik resta assis sur le porche avec un fusil tranquillisant sur les genoux et le cœur serré. 3 heures pendant lesquelles Atlas ne bougea pas de sa position, ne mangea pas, ne dormit pas, se contentant de veiller comme un garde en service. 3 heures qui semblèrent 3. Et puis enfin, des sons émergèrent du bâtiment de stockage qui changèrent tout. Les miaulements aigus des chiots nouveau-nés. 4 voix distinctes se chevauchant, exigeantes, vivantes. Thor sortit le premier, son museau humide d'avoir léché les chiots, ses yeux brillants d'une sorte de fierté. Il se dirigea directement vers Atlas,
toucha son nez à celui du lion dans un geste de salutation et peut-être de gratitude pour avoir respecté la limite. Puis il s'écarta et, après un instant, Luna apparut dans l'embrasure de la porte. Elle avait l'air épuisé, son pelage maculé de fluide de naissance, ses flancs haletants d'effort, mais sa queue remuait lentement, avec lassitude, mais indéniablement. Elle leur disait à Atlas en particulier, que tout allait bien, qu'il pouvait approcher, qu'il était autorisé. Atlas se leva de sa position avec un soin qui semblait presque religieux. Il s'avança vers l'embrasure de la porte à pas si lents et mesurés qu'il semblait à peine bouger. Le doigt d'Hendrick reposait sur la gâchette du fusil tranquillisant, sa respiration devenant superficielle et rapide. C'était le moment. C'était le moment où il saurait si 18 mois d'enseignement et de confiance avaient suffi. Atlas atteignit l'embrasure, baissa sa tête massive pour regarder à l'intérieur, et Hendrick vit dans la faible lumière 4 petites formes recroquevillées contre le ventre de Luna. 2 mâles et 2 femelles, au pelage noir et roux, parfait, impuissant, complètement vulnérable. Atlas fit un pas à l'intérieur. Luna observa, mais ne bougea pas, ne le chassa pas. Thor contourna le lion, assez près pour intervenir si nécessaire, mais sans bloquer son passage. Atlas fit un autre pas, puis un autre, jusqu'à ce qu'il se tienne directement au-dessus de Luna et de ses nouveau-nés, son corps si grand qu'il aurait pu les couvrir tous comme une couverture. Il baissa davantage la tête, reniflant chaque chiot individuellement, apprenant leur odeur, cataloguant leur présence de la manière dont l'esprit d'un lion traite de telles informations. L'un des chiots, le plus audacieux des mâles, qui serait plus tard nommé Bolt, miaula bruyamment et commença à gigoter loin de la chaleur de sa mère. Ses minuscules pattes pompaient inutilement, ses yeux scellés ne lui fournissant aucune direction. Son monde entier se réduisait à l'odeur, au toucher et à l'instinct. Il rampa directement vers la patte avant d'Atlas, attiré peut-être par la chaleur, peut-être par la taille, peut-être par rien de plus que le hasard. Hendrick sentit son cœur s'arrêter. Le chiot montait sur la patte du lion, utilisant ses griffes acérées, actuellement rétractées mais toujours présentes, comme point d'appui pour tirer son corps de 800 hommes vers le haut. Atlas se figea, ne retira pas sa patte, ne secoua pas le chiot, resta simplement absolument immobile pendant que cette créature, assez petite pour tenir dans la paume d'une main humaine, escaladait sa patte, escaladait sa poitrine, escaladait jusqu'à atteindre la crinière épaisse autour du cou d'Atlas et s'enfouissait dans cette forêt de fourrure dorée avec un petit couinement satisfait. Trouvant peut-être la chaleur qu'il cherchait, trouvant la sécurité dans l'endroit le plus impossible et imaginable, dans la crinière d'un prédateur qui aurait pu mettre fin à sa vie d'un simple mouvement de muscle. Hendrick réalisa qu'il pleurait seulement lorsque les larmes atteignirent son menton. Luna observa cette interaction avec une acceptation calme, puis retourna son attention vers les 3 autres chiots, commençant à les nettoyer plus minutieusement. Thor s'installa à ses côtés, son corps apportant de la chaleur à la petite famille, et Atlas, se déplaçant avec une lenteur et un soin infini, se laissa tomber au sol, positionnant son corps en une courbe autour de Luna. Thor et les chiots, un mur vivant de protection, un gardien, pas une menace, jamais une menace, toujours et à jamais, la famille. Les semaines qui suivirent réécrivirent tout ce qu'Hendrick pensait savoir sur le comportement animal. Les chiots, nommés Bolt, Shadow, Freya et Zara, grandirent rapidement grâce au lait de Luna et à l'alimentation complémentaire fournie par Hendrick. À 2 semaines, leurs yeux s'ouvrirent, révélant la couleur gris-bleu avec laquelle tous les chiots naissent avant le développement de leur pigmentation adulte. À 3 semaines, ils marchaient titubants et instables, mais mobiles. Et dès qu'ils purent se déplacer indépendamment, ils traitèrent Atlas comme un terrain à explorer. Le lion devint leur structure d'escalade préférée.
Ils escaladaient son dos, glissaient sur ses flancs, mordillaient sa queue, tiraient ses oreilles et utilisaient sa crinière comme nid pour les siestes de l'après-midi. Atlas toléra tout cela avec une patience qui frisait la sainteté. Quand Shadow mordit trop fort son oreille, assez fort pour faire saigner, Atlas ne broncha même pas. Il regarda simplement Luna comme pour demander de l'aide pour la discipline. Luna intervenait alors, corrigeant Shadow d'un aboiement sec, enseignant à ses enfants les limites qu'ils devaient respecter. Il y a eu un matin où Freya s'est aventurée trop loin de la zone de sécurité désignée, attirée par le mouvement fascinant d'un papillon. Elle avait 5 semaines, était courageuse et curieuse, et pas encore assez sage pour reconnaître le danger. Atlas remarqua son absence avant Thor ou Luna. Sans un bruit, sans demander la permission, il se leva et marcha après le chiot. Quand il l'atteignit, à environ 20 mètres du complexe, il fit quelque chose d'extraordinaire. Il la souleva par la nuque, de la même manière qu'une lionne mère porterait son propre lionceau, et la ramena en sécurité. Ses mâchoires massives, capables de broyer des os, se refermèrent sur son minuscule corps avec une telle délicatesse que Freya ne gémit même pas. Elle pendait simplement, contente d'être portée, faisant entièrement confiance à la créature qui tenait sa vie entre ses dents. Quand Atlas eut déposé Freya en zone de sécurité, Thor s'approcha. Un instant, Hendrik crut que le Rottweiler pourrait discipliner Atlas pour avoir déplacé un chiot sans permission. Mais au lieu de cela, Thor fit quelque chose de remarquable. Il lécha le museau d'Atlas, le geste canin d'approbation, de gratitude, de respect. Atlas avait agi correctement, avait protégé un membre de la meute, avait agi non pas comme un prédateur, mais comme un oncle, comme un membre de la famille. Et le coup de langue de Thor en était la reconnaissance. Mais le moment le plus révélateur est peut-être venu lorsque les chiots eurent 8 semaines, assez grands pour commencer à apprendre les limites et les règles sociales. Zara, la plus têtue des 4, manchait un morceau d'équipement qu'elle avait traîné de la zone de stockage. Thor lui aboya dessus pour qu'elle arrête. Elle l'ignora. Il aboya de nouveau, plus fort, plus autoritaire. Elle continua à mâcher, ses petites dents faisant de petites marques de perforation sur l'équipement coûteux. Thor semblait frustré, incertain de la manière d'imposer la discipline à une chienne qui semblait déterminée à ignorer la hiérarchie de la meute. Atlas, observant depuis sa position habituelle à l'ombre, se leva. Il se dirigea vers Zara, qui détruisait l'équipement, et il produisit un son profond de sa poitrine. Pas tout à fait un rugissement, pas tout à fait un grognement, quelque chose entre les deux. Un grondement qui portait de l'autorité et un léger avertissement, mais aucune agressivité. La tête de Zara se redressa. Ses oreilles se rabattirent. Elle lâcha immédiatement l'équipement et courut vers Luna, comprenant instinctivement que lorsque la créature blanche géante faisait ce bruit, on obéissait. On obéissait tout de suite. Thor regarda Atlas. Atlas le regarda en retour. Et dans cet échange, quelque chose changea. Thor était toujours l'alpha. Cela n'avait pas changé. Mais Atlas venait de prouver qu'il comprenait la discipline de la meute, pouvait l'appliquer de manière appropriée, pouvait être digne de confiance avec les membres plus jeunes. Il n'était plus seulement un membre de la meute. Il en était un gardien, un oncle, un protecteur. Et le léger remuement de queue de Thor disait qu'il reconnaissait et appréciait ce rôle. À 3 mois, les chiots pesaient 12 kilos chacun et avaient été sevrés du lait de Luna. Ils étaient espiègles, énergiques, testant constamment les limites et explorant leur monde. Et leurs compagnons de jeu préférés, leur structure d'escalade favorite, leur source de chaleur préférée, les nuits froides, étaient Atlas. Le lion qui aurait dû être leur mort devint leur sécurité. Ils dormaient empilés sur lui. Ils lui couraient après la queue pendant les séances de jeu. Ils essayaient d'imiter ses comportements, marchant derrière lui pendant des patrouilles dans une ligne comique de corps beaucoup plus petit, tentant de copier son allure.
Les visiteurs du sanctuaire, lorsqu'ils étaient autorisés à de brèves observations à distance, ne pouvaient pas croire ce qu'ils voyaient. Un lion blanc se faisant bousculer par des chiots Rottweiler. Un prédateur dont l'espèce n'avait aucune raison d'interagir pacifiquement avec des canidés entourés d'eux, acceptant leur présence, les protégeant. Les publications sur les réseaux sociaux montrant de courtes vidéos des interactions devinrent virales. Les agences de presse demandèrent des interviews. Les groupes de conservation voulurent étudier cette dynamique sans précédent. Mais Hendrik limita soigneusement l'accès. Ce n'était pas une exposition de zoo, c'était une famille, et les familles méritent l'intimité. La scène finale qui résume tout le sens de cette histoire s'est déroulée un mardi matin ordinaire. Hendrik s'est levé tôt, est sorti pour commencer la routine matinale, et s'est arrêté net. La vue devant lui était si parfaite, si impossible, qu'il est retourné à l'intérieur pour prendre son appareil photo, avant que son esprit rationnel ne puisse le convaincre que ce n'était pas réel. Dans l'air ouverte devant ces quartiers, 7 figures se déplaçaient en formation. Thor en tête, la tête haute, ouvrant la marche. Luna à ses côtés, suivant son rythme. Atlas derrière eux deux, maintenant sa position d'oméga malgré ses 210 kilos de pure puissance prédatrice. Et derrière Atlas, faisant de leur mieux pour copier la formation, 4 chiots Rottweiler, Bolt, Shadow, Freya et Zara. Marchant en ligne, s'arrêtant quand les adultes s'arrêtaient, tournant quand les adultes tournaient, apprenant par l'observation et l'osmose ce que signifiait faire partie d'une meute. Hendrik les a regardés patrouiller le périmètre du complexe. Cette famille impossible, cette contradiction vivante de tout ce que la biologie disait être vrai. Thor. Le Rottweiler de 500 kilos qui commandait le respect d'un animal 4 fois sa taille, pas rien d'autre que la confiance et un leadership constant. Luna, qui avait confié ses enfants nouveau-nés à ce prédateur et avait eu raison au-delà de toute mesure. Atlas, qui possédait la force de détruire tout ce qu'il aimait, mais a choisi de le protéger, de le servir, d'accepter une place au bas de la hiérarchie, parce que l'amour est plus puissant que la domination. Et 4 chiots qui grandiraient sans jamais douter que le lion blanc géant était leur oncle, leur protecteur, leur famille. Ce soir-là, alors que le soleil peignait le ciel africain de nuances d'orange, de rose et de violet, Hendrik s'assit sur son porche et regarda sa famille s'installer pour se reposer. Thor et Luna sur leur lit habituel, les chiots entassés à proximité, et Atlas, massif et magnifique, allongé en courbe autour de tous. Une forteresse vivante, un gardien qui donnerait sa vie pour protéger ces créatures qui lui avaient donné une raison de vivre. Hendrik a pris son journal et a écrit la dernière entrée d'un projet de documentation qui s'était étalé sur 18 mois. Il a écrit sur la hiérarchie et l'amour, sur la nature et l'éducation, sur les limites que nous croyons fixes, jusqu'à ce que quelqu'un vienne les prouver flexibles. Il a écrit sur un lionceau blanc qui aurait dû mourir seul dans l'obscurité, mais qui est devenu partie de quelque chose d'impossible, quelque chose de beau, quelque chose qui a prouvé sans aucun doute que la famille n'est pas une question d'espèce, de taille ou de force. La famille, c'est celui qui t'apprend, qui t'accepte, qui reste à tes côtés quand rester est difficile, et que tu choisis de protéger quand protéger exige tout ce que tu as à donner. La famille est un lion blanc obéissant à 2 chiens, non pas parce qu'il les craint, mais parce qu'il les aime. La famille, c'est 4 chiots dormant sur le dos d'un prédateur sans souci, parce qu'ils n'ont jamais connu de lui que de la douceur. La famille est un choix, pas la biologie. L'amour, pas l'instinct. Et parfois, quand les étoiles s'alignent et que le courage rencontre la patience et que la confiance surmonte la peur, la famille est absolument